Et oui, je reçois ce matin un grand champion de tennis français, Guy Forget, une trentaine de titres à son palmarès, dont 11 en simple, ancien directeur de Roland Garros aussi de 2016 à 2021 et désormais consultant pour France Télévisions. Parce que là, c'est parti là après une semaine de qualification. Le tournoi principal de Roland Garros a vraiment commencé dimanche sous une chaleur, un soleil de plomb. Alors d'habitude, on se plaint plutôt de la pluie à Roland Garros, mais là, les joueurs, ils vont vraiment souffrir de la chaleur. C'est des températures ça va encore favoriser les Espagnols, ça. Oh, ça favorise surtout ceux qui vont être les mieux préparés physiquement, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des toits qu'on a maintenant heureusement sur le Châtrier, le cours Suzanne Lenglen. Ça aide un peu quand même, ça. Mais on va pas les fermer à cause de la chaleur, justement. On pourrait jouer à l'ombre. Non, c'est uniquement en cas de forte pluie. Donc tous les joueurs sont sur un pied d'égalité et tout le monde joue là par des températures extrêmes. Et on a eu par le passé des températures qui ont dépassé 30 degrés, mais c'était très ponctuel, un jour ou deux. Là, c'est toute la semaine pour l'instant et on ne sait pas ce que va donner la semaine suivante. Donc les joueurs jouent à 32-33 degrés à l'ombre. Donc ceux qui vont gagner vite vont être avantagés par rapport aux autres. Et est-ce que les règles du tournoi prévoient d'ailleurs des reports de matchs en cas de chaleur trop intense vraiment ? Alors en Australie, oui, puisque en Australie, on sait qu'on a dépassé parfois les 40 degrés, ce qui fait que sur le court, c'est plus de 60, c'est injouable. Donc ils ont un protocole justement au niveau de l'humidité et de la chaleur, c'est un quotient. Ils arrivent à suspendre les matchs jusqu'à ce que la température redescende. On n'est jamais arrivé dans ces extrêmes-là à Roland Garros ou à Wimbledon, vous en doutez d'ailleurs à Londres. Mais avec le réchauffement climatique, on peut imaginer effectivement qu'à l'avenir, parce que là, si on dépasse 35 sur terre battue en 5-7, il peut y avoir des accidents même. Et je crois qu'il y a eu des petits incidents aussi dans le public, Julien Pichenet, parce que le public aussi, il souffre forcément à Roland Garros. J'ai vu passer beaucoup de brancards hier, effectivement, avec des spectateurs qui font des malaises. Certains passent des heures et des heures au soleil sans forcément trop s'hydrater. Il faut s'hydrater, c'est vraiment important. Et si possible, venir avec un couvre-chef. Parce que et alors c'est dangereux. Maintenant, le tournoi, Guy Forget, vous le vivez dans le studio de France Télévisions, qui est peut-être pas climatisé, mais enfin ça... Alors la terrasse n'est pas climatisée. Heureusement, la cabine de commentateur sur le Châtrier est climatisée. Donc c'est rafraîchi. Il ne fait pas frais, mais heureusement, c'est supportable. Gros dispositif, encore une fois, sur France Télé, sur France 2, France 3, France 4, en ligne aussi. Maintenant, cette année, je crois qu'on peut suivre les 20 cours de Roland Garros, si on veut, c'est ça ? Oui, ça fait un moment d'ailleurs qui sont diffusés. Donc on peut, le passionné qui veut suivre une joueuse ou un joueur qui n'est pas forcément bien classé, français ou étranger, il peut aller se connecter et suivre. Après, pour le dispositif, effectivement, on commence avec France 4, et puis après France 2, puis France 3 en fin de journée, s'il faut prolonger le plaisir, parce qu'il y a un match qui s'éternise et qui est extraordinaire. Donc effectivement, pour les amoureux du tennis, on peut sur France Télévisions suivre toute la journée télé. Voilà, exactement. Mais alors, il y a Amazon maintenant. Le soir, vous le regrettez, ça d'ailleurs, que ce soit plus entièrement sur France Télévisions, mais qui est aussi ces soirées de nuit, ces night sessions, comme on dit maintenant. À partir du moment où on a, là c'est l'ancien directeur qui vous parle, on a dispatché finalement les matchs de soirée. Aujourd'hui, effectivement, ils ont le match de soirée et France Télévisions a tout le reste du dispositif. Donc, écoutez, peut-être que ça évoluera à l'avenir, mais en tout cas aujourd'hui sur France Télévisions, on peut suivre quand même l'intégralité des matchs, et même s'il y a parfois aussi et heureusement des matchs exceptionnels le soir. Et alors, on en a parlé la semaine dernière avec Cédric Pioline. Le grand favori chez les hommes cette année s'appelle évidemment Yannick Sinner, numéro 1 mondial, invaincu sur terre battue cette saison. Il affronte aujourd'hui le Français Clément Tabure, 171e joueur mondial. S'il arrive à lui prendre un set, c'est déjà un exploit, non ? Oui, c'est bien. D'abord, vous savez, ce qui est particulier sur le cours Philippe Châtrier, c'est un cours qui est immense. Et la première fois que l'on rentre sur ce cours-là, on est vraiment un peu déboussolé, parce que d'abord, il y a 15 000 personnes. Alors peut-être moins aujourd'hui, parce qu'en plein cagnard, on a il y en a qui vont rester à l'abri à l'ombre. Mais à un moment donné, le public viendra nombreux. C'est donc on a la pression du public, l'espace, le recul qui est gigantesque. Et puis on a surtout face à soi le meilleur joueur du monde qui vous envoie des caramels dans tous les sens. Donc il y a beaucoup de paramètres à prendre en ligne de compte pour un jeune joueur qui... quelque part a besoin de repères et de confiance. Des fois on met un set avant s'il arrive effectivement à l'accrocher, le titiller, et on a envie de penser qu'il puisse le faire.
on va suivre de près, quoi, et on lui souhaite bon courage. C'est un peu ce qui vous est arrivé, vous, à vos 17 ans, quand vous avez fait votre premier Roland-Garros, Guy Forget, et que vous vous retrouvez face à Jimmy Connors, où vous arrivez à lui prendre un set. Ouais, au troisième tour du tournoi, c'était incroyable, parce que j'étais seconde série, pour ceux qui connaissent le tennis, j'étais moins 30, donc j'étais presque un amateur, et puis j'ai une invitation, et je me retrouve au troisième tour contre Connors, et je me souviens d'ailleurs que les premiers échanges, je mettais la balle au milieu du terrain, parce que j'avais l'impression que j'allais pas arriver à la faire passer le filet, et j'ai pris 6-3, 6-2, je crois, les 2 premiers sets, et puis petit à petit, j'ai pris confiance, et j'ai gagné le troisième set, ce qui pour moi était, j'avais le poster de Jimmy Connors dans ma chambre, il les gauchers, mon père me l'avait placardé, et de l'avoir en face de soi, c'est irréel, en quelques années, de dire, ce gars-là, il est au-dessus de mon lit, mais là, je l'ai en face de moi sur le terrain. C'était un moment émouvant. Ouais. Vous vous en souvenez aussi, Julien Pichenet, de ce premier Roland-Garros de Guy Forget? Ça vous a marqué, j'imagine. Évidemment, avec ses cheveux frisés, puis sa tenue toute rouge, magnifique, et rouge et moulante, ça avait fait sensation. Et le match contre Nastase. Contre Nastase au deuxième tour, sur l'ancien court numéro 1, avec un Nastase qui lui fait un numéro, l'ancien numéro 1 mondial, qui était aussi intenable parfois sur le court, et Guy Forget qui était resté très très calme, alors que Nastase lui demandait par exemple s'il n'avait pas école, si sa mère lui avait préparé un casse-croûte, etc. Non, c'était impossible. C'est vrai. J'ai des premières années junior, et le public me soutenait, m'encourageait. C'était des blagues ou c'était pour vous déstabiliser vraiment? Non, après, j'ai rencontré, bien sûr, Ilie, c'était un garçon adorable, charmant, et il était très drôle. Et donc, à un moment donné, quand ça se passait mal pour lui, il était plutôt en fin de carrière. Hein, c'était plus le numéro 1 mondial qu'on avait connu. Je crois qu'il était 25e ou 30e, ce qui pour moi était un joueur qui paraissait inatteignable. Et puis, le match était mal embarqué. Et il arrivait à faire rire les gens. Et il disait, si je peux le faire, le déconcentrer, le petit jeune, un petit peu. Puis j'avais gagné à l'arraché, je crois, 8-6 au 5e set. Et alors, je le disais tout à l'heure, vous avez l'un des plus beaux palmarès du tennis français, Guy Forget. Je rappelle que vous avez même été 4e joueur mondial. Mais alors, c'est vrai que les tournois du Grand Chelem vous ont jamais pleinement réussi. Comment vous l'expliquez, ça? Est-ce que vous vous mettiez une pression plus forte pour les Grands Chelems? Alors, pas Roland-Garros en particulier, parce que c'est vrai que c'était mon grand regret. J'ai jamais vraiment bien joué sur terre battue, même si j'ai gagné un titre sur cette surface. Mais il y avait la pression du public. La longueur des matchs. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment le sentiment d'avoir bien joué sur ma fin de carrière entre 26 et 29 ans. Mais la première partie, j'étais grand, j'étais fin, j'avais un jeu tourné vers l'attaque. Et sur terre battue, quand je jouais les Espagnols, les Argentins ou les machines bien huilées, je me cassais les dents sur ce genre de joueurs. Vous vous sentiez plus à l'aise à Wimbledon? Oui, exactement. Et alors, parmi les Français, il y a bien sûr Gaël Monfils qui a joué hier son 19e et dernier Roland-Garros de sa carrière. Il a perdu en 5-7 contre un autre Français, Hugo Gaston, avant de donner un discours d'adieu assez émouvant. Ça donne d'ailleurs une belle une de l'équipe ce matin avec ce titre d'ocre et de larmes. Vous avez regardé ce match? Oui, je l'ai suivi. Très sincèrement, je pensais qu'il gagnerait ce match-là. Il était pas loin. Il était pas loin. En plus, il avait mal commencé, puis très bien rebondi derrière. Et on était tous un peu surpris de ce 5e set à sens unique où il est passé complètement à travers. Alors, on va pas s'arrêter sur ce match-là parce que la carrière de Gaël, elle est tellement extraordinaire. Il nous a surtout procuré tellement d'émotions. Puis moi aussi, en tant que capitaine de Coupe Davis, parce que je l'ai eu très souvent sur la chaise avec moi. C'est vous qui lui avez offert son premier match, je crois, en Coupe Davis. Oui, offert. Des fois, ça peut être un cadeau empoisonné, parce que d'ailleurs, le premier match, il l'a perdu. Et même s'il a tout donné, mais par la suite, il nous a fait des matchs extraordinaires en Coupe Davis. Et surtout, c'est un garçon, vous le savez, qui est tellement attachant, généreux. C'est vraiment un chouette gars, quoi. Un bon garçon. Et comme on le disait tout à l'heure ensemble, quand on voit des joueurs qui comme ça, qui d'un coup quittent le circuit, c'est un moment de nos vies qui s'arrête. Et c'est vrai que l'émotion est grande. Donc moi, je vais garder ces sourires, ces matchs extraordinaires et toutes ces pitreries qu'il nous a fait en Coupe Davis, il nous a fait marrer. Sa générosité, enfin il a un nombre. On le reverra peut-être à Bercy encore. Oui, puis dans d'autres tournois, j'espère que dans les tournois qui viennent, là, il va à nouveau montrer son meilleur visage. Et alors, quel joueur français il faut suivre de près cette année selon vous, Guy Forget?
C'est difficile parce qu'il y avait Arthur Fils sur lequel on fondait beaucoup d'espoir. C'était celui qui avait le mieux joué sur terre battue là, sur les dernières semaines. Malheureusement, son corps l'a encore un petit peu lâché. Si on parle des autres, on va tout de suite dire est-ce que c'est lui le prochain qui va aller en finale comme Yannick Noah en 83 et leur mettre une pression excessive. On a encore pas mal de Français dans le tableau. Il y a Hugo Humbert qui joue maintenant contre Quentin Alice. Il y a Moïse Kouamé qui joue tout à l'heure. 17 ans. Hein. Voilà, qui faut pas lui demander trop non plus. Oui, on dit c'est déjà le nouveau prodige du tennis. Oui, on va très vite, mais c'est vrai qu'il a un gros potentiel. Il y a Corentin Moutet, et puis j'en oublie, il y a pas mal de Français qui vont jouer de Françaises aujourd'hui. Donc on va prendre notre plaisir et prendre les matchs les uns après les autres. Il y a Alexandre Muller contre Tsitsipas aussi aujourd'hui. Ça va être un bon match. Exactement, c'est un très bon joueur. Alexandre, je crois qu'il a un petit problème aussi de santé. J'espère qu'il sera 100% aujourd'hui dans ce match contre Tsitsipas. On va suivre tout ça évidemment sur France Télé et sur Europe 1 jusqu'au 7 juin. Roland Garros. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Loïse Boisson, Guy Forget. Elle aussi, c'est un espoir pour nous, non ? Absolument, elle nous a fait rêver l'année dernière. On l'attendait pas du tout à ce niveau-là. Jusqu'en demi-finale. Exactement. Et voilà, donc là, elle a un premier tour pas évident parce qu'elle a des petits problèmes de santé. Elle est un petit peu en manque de confiance et elle a une joueuse effectivement qui est très dangereuse. Donc j'espère qu'elle sera bien inspirée, qu'elle servira de son expérience de l'année précédente pour justement montrer son meilleur visage. Elle en aura besoin. Merci beaucoup Émilie Dez, qu'on retrouve à 11h pour un nouveau point sur l'actu. Europe 1, 10h, 11h30. Culture Média. Thomas Hill. Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Dans un instant, nous serons avec Patrice Duhamel pour son nouveau livre, Le Crépuscule des dieux. Mais on est toujours avec un des dieux du tennis, Guy Forget, consultant pour France Télévisions à l'occasion du tournoi de Roland-Garros à suivre jusqu'au 7 juin. Et on va dresser votre portrait sonore, Guy, des petits sons qui vous rappelleront quelques grands souvenirs. Voici le premier. Tempérament fatigué, on est né sous le soleil. Tu reconnais bien le style des bad boys. Chaque jour que Dieu fait, à 3 heures j'ai encore sommeil. Tu reconnais bien le style des bad boys. Au lever, poste à fond, J'attends du bon Marseille. son dans les oreilles. Tu reconnais bien le style des bad boys. Toujours pas. C'est encore un soir. Tu reconnais bien le style des bad boys de Marseille. Voilà, parce que vous êtes né à Casablanca, Guy, mais vous avez grandi à Marseille, où votre père était prof de tennis, et donc c'est lui qui vous a initié à ce sport, avec une discipline de fer, paraît-il. Il était assez dur avec vous. Alors c'est pas mon père qui était dur, mon père était artiste, il jouait du piano, et c'est maman qui était prof de maths, et c'est elle qui était très stricte. Donc mon père m'a appris la technique et un peu, j'ai envie de dire l'élégance. Il est tellement beau, mon père, quand il jouait au tennis, il était très fluide, il était grand, fin, et maman était par contre très pugnace, et elle m'a inculqué le travail. Il faut que tu t'entraînes, il faut que tu ailles courir encore. Elle m'amenait faire des tours de piste, je me souviens, à Marseille au SMUC, sur une piste d'athlétisme. Donc c'était maman qui était beaucoup plus directive que mon père à cette époque-là. Et vous preniez du plaisir quand même, ou vous avez eu l'impression parfois de perdre une partie de votre jeunesse? Non, jusqu'à 14 ans, non, parce que c'était vraiment une passion, comme tous les enfants aujourd'hui qui jouent sur un terrain de football. Moi, j'ai joué au tennis parce que à Marseille, il y avait l'OM et le tennis, point barre. Il n'y avait aucun autre sport qui existait. Il n'y avait pas de VTT, pas de tous ces sports que les jeunes connaissent aujourd'hui. Donc, même le handball, le basket, on n'en parlait pas trop. Et voilà, donc le tennis, c'était vraiment la référence. Donc moi, je passais mes journées, après l'école, les week-ends, les vacances scolaires, au bord des cours de tennis. Et puis vous êtes allé à Nice, faire la filière tennis-études, et puis vous allez voyager à l'autre bout du monde pour disputer des tournois en Australie, en Asie. Il paraît que vous organisiez tout seul vos voyages d'ailleurs, Guy Forget. Alors quand on voit aujourd'hui parfois certains joueurs qui se plaignent de certaines conditions, nous quand on a commencé, effectivement, on payait bien sûr nos voyages, mais on payait surtout l'hôtel, on payait la nourriture, on payait, tout était... Fallait suivre derrière pour les parents quand même. Oui, alors heureusement que nous à l'époque, là, quand moi j'étais junior, en tout cas la fédération m'a accompagné. D'accord. On avait des entraîneurs qui venaient avec nous, ce qui était formidable. On doit toujours être très reconnaissant de ce que la Fédé a fait pour les joueurs français. Mais bon, même après tout, il y avait à la suite des prize money. Il fallait qu'on passe 3 tours pour couvrir nos frais, quoi. Ce qui est plus le cas aujourd'hui, heureusement. Mais malgré tout, c'était des périodes extraordinaires et on en a bien profité. Une autre musique maintenant. Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux. Mon vieux. En 1990, vous perdez votre père, vous avez 25 ans. Au même moment, vous jouez au tournoi de Bordeaux.
tournoi que vous remportez malgré tout. Vous avez eu la force quand même d'aller au bout de ce tournoi. Oui, c'était un moment un peu émouvant, mais papa était malade depuis fort longtemps et je savais qu'à un moment donné, les choses ne se termineraient pas forcément très bien. Et c'est vrai que quand malheureusement, au cours du tournoi, j'ai appris son décès, je suis revenu à Marseille et puis la direction du tournoi très, très gentiment m'ont dit écoute, si tu veux revenir dans 3 jours, on peut te reporter ton match. Et je crois que j'étais en demi-finale à ce moment-là, ou en quart ou en demi, bon bref. Donc je suis allé voir mon papa, je suis allé aux obsèques et puis je suis revenu. Et ce qui était marrant d'ailleurs, parce que pour la première fois, je jouais un match en faisant le maximum, mais aucun point n'avait de l'importance. Et c'est fou de se dire, c'est comme si demain vous passez votre baccalauréat, peu vous importe le résultat. Je veux dire, si je le rate, je le rate, si je réussis, je le réussis. Et j'ai très bien joué, en étant totalement détaché de... Ça vous a libéré presque ? Et ça a été une formidable leçon, je dirais, de humaine, de finalement, quand on se crée du stress, quand on se crée de la colère, quand on se tend sur des choses, c'est quelque chose qu'on s'inflige à nous-mêmes. Et tout d'un coup, le regard des autres ne m'importait plus du tout. C'est quelque chose qui était très pesant pour moi dans les premières années. Et j'ai gagné ce tournoi. Et vous en avez gagné plein d'autres derrière. Et j'ai gagné plein d'autres derrière. Ce qui prouve bien qu'il y a eu un déclic psychologique. Quand on parle de travail mental, des fois on essaye avec des psychologues ou ça peut être des psychiatres d'arriver justement à aider des jeunes garçons, des jeunes filles, justement à avoir ce détachement par rapport à l'enjeu, même si on travaille pour ça tout au long de l'année. Mais c'est vrai que c'est assez fou quand on voit que cette année, là, 1991, ça a été votre meilleure année. Guy Forget, moi je me suis demandé si vous n'aviez pas même une pression paternelle trop forte et que du coup il y a eu cette libération. Non, c'est le regard des autres. C'est marrant, hein. Je crois qu'aujourd'hui, je pourrais en parler avec des jeunes, justement, ou des joueurs qui n'arrivent pas vraiment à se libérer. Et c'est très dur, finalement, quand on dit à un adolescent mais non, il faut que tu te laisses aller, il faut que tu fasses le meilleur de toi-même, prends du plaisir. C'est dur de prendre du plaisir quand tu as 10 000 personnes qui te regardent et qui vont te juger et qui vont après faire le lendemain dans le journal de l'équipe un commentaire des fois un peu négatif si tu as été mauvais. Donc tu le sais, tu le sens et il faut pouvoir se détacher de tout ça pour faire donner son meilleur niveau. Et alors vous serez à jamais le premier Français à remporter l'Open de Paris-Bercy en battant Pete Sampras en finale, en 5-7. C'est votre meilleur souvenir, ça peut-être en individuel, cette victoire-là? Oui, celle-là. Puis j'avais gagné un Master 1000 cette année-là aussi à Cincinnati, en battant d'ailleurs Pete Sampras en finale encore en 3-7. Vous l'avez fait souffrir à cette époque. J'ai perdu aussi. J'ai perdu contre lui en finale de Stockholm, en finale du Queens. J'ai perdu des matchs aussi contre lui, mais je l'ai battu sur des matchs qui pour moi comptaient beaucoup. Oui. Et notamment quelques semaines plus tard, puisque vous allez de nouveau battre Pete Sampras et triompher avec Henri Lecomte et avec toute l'équipe de France à la Coupe Davis devant le public du stade Gerland à Lyon. Écoutez cette archive Europe 1. Balle de match pour Guy Forget qui prend tout son temps. Il fait rebondir sa balle et il attend que le public se taise. Guy Forget qui va servir la balle de match, la balle de victoire, peut-être. 7e ace. À la volée, Guy Forget. C'est gagné! C'est gagné! C'est gagné! La France a gagné la Coupe Davis! La France a gagné la Coupe Davis! 59 ans que l'on attendait cela! Oh là là, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau! Je ne sais pas si vous aviez déjà entendu cette archive. Non, j'avais jamais entendu cette émotion de dingue à ce moment-là. J'ai vu les images à l'époque, je crois que c'était Michel Drey, Jean-Paul Lotte, bien sûr, qui commentait à la télévision. Mais et c'est vrai que ça a été une émotion pour une grande partie des Français qui étaient devant leur téléviseur aussi. Là où cette victoire elle était encore plus belle, c'est que les Français s'imposaient face aux Américains. Il y avait un côté David contre Goliath quand même à l'époque. C'était Pete Sampras à Agassi, c'était quand même quelque chose, quoi. Ouais, et puis on avait un peu la culture du deuxième en France. On parlait toujours de Poulidor, qui était un champion, qui est d'ailleurs qui est resté un champion extraordinaire, mais battre les Américains, ça nous paraissait à l'époque inconcevable. On avait perdu à l'époque contre McEnroe et Gene Mayer. À l'époque, je crois que c'était Henri Lecomte, Thierry Tulane et Yannick Noah qui avaient perdu la finale à Grenoble contre justement cet épouvantail américain. Puis là, à nouveau, Sampras, Agassi, Flax et Guzzo en double. C'était les meilleurs en double. Voilà, avec la meilleure équipe du monde. Voilà, tout d'un coup on les fait tomber et c'était un plaisir très, très, très fort. Et puis il y avait ce groupe tellement sympa, emmené par Yannick Noah évidemment.
Et alors, les débuts aussi d'une longue carrière artistique pour Yannick. Et puis on se souvient évidemment de votre célébration sur cette musique. Avec moi, je me souviens de Jean-Claude Perrin, le préparateur physique de l'époque, qui galérait un petit peu à danser sur Saga Africa. Revoyez les images, c'est très très beau à voir. Je vous ai entendu dire que cette victoire, Guy Forget, cette dernière balle de match que vous remportez face à Pete Sampras, c'est la balle de match de Yannick Noah. Vous considérez que c'est grâce à lui que vous avez gagné ? Pour plein de raisons. D'abord, je pense qu'Yannick a été pour nous à l'époque une locomotive incroyable, comme Borg l'a été dans le tennis suédois. À la suite de Björn Borg, il y a eu alors des gens qui ont gagné bien plus grand tournoi que moi. Je pense à Mats Wilander, à Stefan Edberg. Ils avaient au Masters 4 Suédois sur 8. Donc dans les 8 meilleurs joueurs du monde, il y avait 4 Suédois. Sur un petit pays, ça paraît inconcevable. Ouais. Et c'est Borg qui a été vraiment la locomotive. Et je dirais Yannick, à son niveau, on ne va pas le comparer à Borg non plus, mais a été notre grand frère. Il avait 50 plus que nous et il nous a montré que c'était possible. Et on a toujours besoin comme ça de gens qui font tomber des barrières. Mais d'autant qu'il paraît qu'ils s'entendaient pas très bien avant, quelques années avant, avec Henri Lecomte. C'est vrai ça, entre Yannick Noah et Henri Lecomte, c'était un peu tendu, quoi. Il y a eu des hauts et des bas, parfois à cause de leurs épouses, des fois qui sont rentrées au milieu de tout ça, mais ils s'aiment, je pense, ils ont une affection profonde l'un envers l'autre. On a vécu des choses tellement fortes que, au-delà des fois des petits conflits ou des petites différences, il y a des choses qui nous unissent à jamais. Mais pour revenir à cette balle de match, c'est vrai que je me souviens d'un article dans Paris Match que j'avais lu à l'époque quand Yannick avait battu Mats Wilander. Yannick s'était dit qu'est-ce que je fais sur la balle de match, parce que des fois une balle de match on la laisse passer et puis on perd à l'arrivée, donc des fois on se dit allez, encore un point, c'est la délivrance. Et en lisant cette phrase, Yannick disait mon meilleur coup c'est le service, je vais servir sur le coup droit de Wilander. Et puis on connaît la suite, il gagne Roland Garros. Et moi j'ai pensé à ce moment-là, je sais pas pourquoi, cette phrase dans Paris Match. Et je dis mon meilleur coup c'est le service, le meilleur bon coup de Sampras c'est le revers, c'est volé sur le revers. Bon, et la suite c'est heureusement bien terminé. Donc même dans une petite phrase, ce jour-là il était présent. Et on accueille dans ce studio un grand joueur de tennis aussi. Pas grand, à côté Patrice de Guy Duhamel. Merci d'être avec nous. C'est très bien. C'est mon début, c'est ça. Non, mais c'est vrai, j'ai appris là tout à l'heure que dans les années 60, vous avez même fait les qualifs. Oui, j'ai fait les qualifs en 68. À Roland Garros. Oui, j'ai passé 2 tours. Et après, je me suis fait écrabouiller par un Yougoslave qui était inconnu et qui est arrivé en quart de finale, Franulovic. Ah bah, Zelko, mais il a gagné Roland Garros d'ailleurs, Zelko Franulovic, je crois, non ? Vérifier, mais je crois qu'il a gagné. Regardons sur le chat. Ça devient très pointu votre histoire. Non, mais je voulais que vous rencontriez quand même Guy Forget. On se connaît, vous connaissez tous les deux. Pas très bien, mais on se connaît. Bon. On n'a jamais joué ensemble. Vous êtes d'accord? Je ne vais pas dire l'un contre l'autre parce que. Oui, non, là quand même. Mais vous êtes d'accord avec moi quand je disais tout à l'heure que l'émotion qu'on a ressentie à cette victoire en Coupe Davis en 91, c'est au-delà de tout. C'est une des plus belles émotions de sport qu'on ait pu avoir dans notre vie même. Vous êtes d'accord avec ça, Patrice? Oui, je n'étais pas sur place. Mais devant la télé, l'émotion était dingue. C'est là où vous avez lâché votre raquette, hein, c'est ça? Oui, je suis tombé lamentablement comme un sac de pommes de terre sur le terrain. Mais bon, j'avais joué simple, double, simple. Donc à l'époque, je faisais les 3 matchs sur toutes les rencontres de Coupe Davis. Et quand c'était terminé, j'étais vraiment soulagé. Oui. Bon, j'imagine, Patrice, que vous allez suivre, comme nous, Roland Garros pendant cette quinzaine. J'ai regardé la fin de mon fils hier. De Gaël, mon fils, hier soir. Mais j'ai pas. À 3-0 au 5e, j'ai arrêté parce que j'étais triste pour lui. Ouais, c'est vrai. J'ai pas regardé l'hommage qui a suivi. C'était un peu incompréhensible ce 5e set parce qu'il avait gagné les. Puis qui termine 6-0, j'ai trouvé ça vraiment dommage. C'est dur. C'est dur. Ouais. Merci beaucoup, Guy Forget. Mais Guy connaît mieux ma nièce que moi, Amélie Oudéa. Oui, tout à fait. Bien sûr. Et concernant Franulovic, alors il a gagné Monte-Carlo. Et juste après Monte-Carlo, il arrive en finale de Roland Garros. Voilà. Mais il perd en finale. Donc ça, c'est pas l'année où je l'ai rencontré. Non, c'était en 1970, 2 ans après. 2 ans après, mais... Quand même. Ouais. Merci Guy Forget d'être venu nous voir. On va vous retrouver donc sur France Télé pour commenter toute cette quinzaine de Roland Garros. Merci. Et j'ai mieux connu le père de Guy Forget. Qui est en première série aussi. Il était en première série, il était absolument adorable. Qui avait un très beau jeu, paraît-il. Un homme absolument adorable. Merci, formidable.